Alors ce n'est plus une start-up, c'est désormais une société qui fait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires. Nous avons des data centers partout dans le monde. Eh bien aujourd'hui, il faut savoir que vous serez utilisateurs finaux contrôlés de l'IA. Je vais vous proposer d'accueillir sur scène, après cette courte introduction, Monsieur Michel Paulin, donc qui est CEO d'OVH Cloud, acteur mondial du cloud, et le principal fournisseur de cloud européen, avec plus de 450 000 serveurs dans 43 centres de données répartis sur 4 continents. Ça dessert 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Leader du cloud de confiance, pionnier depuis plus de 20 ans du modèle intégré, qui garantit une maîtrise totale de sa chaîne de valeur, conception, serveur, construction, jusqu'à l'orchestration du réseau de fibre optique. Merci d'accueillir et d'applaudir Monsieur Michel Paulin, directeur général d'OVH, s'il vous plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à la Numérique de me donner l'occasion de parler d'un certain nombre de sujets. Le sujet qui m'a été demandé de proposer, c'est tout ce qu'on appelle le domaine du numérique de confiance et du numérique souverain. Alors, avant de peut-être en parler, je vais juste faire une petite introduction sur ce que c'est qu'OVH Cloud. OVH Cloud, aujourd'hui, c'est un opérateur de cloud. Alors, ce n'est plus une start-up, ça a été une start-up. Ce n'est plus une scale-up. C'est désormais une société qui fait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est une grosse société. Et nous sommes aujourd'hui le leader européen, c'est-à-dire le plus gros européen dans le cloud. Nous sommes sur un marché aujourd'hui qui est un marché concentré essentiellement par des acteurs américains et chinois. Il faut savoir aujourd'hui que nous sommes le 10e mondial. Tous les autres sont chinois ou américains. L'essentiel de ces acteurs-là sont des acteurs aujourd'hui qui sont très puissants. Et nous sommes aujourd'hui un acteur qui essaye de proposer une solution de cloud qui, et j'aime pas tellement le mot souverain, donc on parlera de la notion de souveraineté, mais qui est différent. Nous essayons d'offrir un cloud qui est ouvert, un cloud qui est interopérable, un cloud qui aujourd'hui aussi est durable, parce qu'OVH Cloud a une spécificité, c'est que nous avons pris le sujet de la consommation d'énergie, de la consommation de l'eau, qui sont des vrais enjeux pour les data centers très forts, mais surtout, parce que 80% de l'empreinte carbone d'un data center, il faut savoir que c'est la construction des serveurs. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui proposait des temps de 2 ans. Nous construisons nos serveurs, nous les exploitons nous-mêmes, et comme ça nous permet d'avoir des systèmes de recyclage et une empreinte carbone qui est nettement inférieure à l'ensemble de tous les data centers à travers le monde. Et donc aujourd'hui, OVH Cloud, c'est un acteur qui est présent en France, mais qui est présent partout dans le monde. Nous avons des data centers partout dans le monde. Nous faisons aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Et nous sommes aujourd'hui très heureux aussi de montrer que nous sommes successful aux États-Unis, puisque c'est le 2e pays après la France, ce qui prouve que même des sociétés ETI françaises dans la tech, et nos clients aux États-Unis ne sont que des sociétés de tech, peuvent aujourd'hui proposer des solutions qui les intéressent. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions beaucoup d'intérêt sur les startups. Je voudrais juste dire à toutes les startups, dont plein viennent de partir, mais c'est pas grave, que nous avons un programme pour les startups. Nous avons un programme pour aider les startups à utiliser beaucoup plus efficacement l'ensemble des outils du numérique. Alors on ne le fait pas en fonds propres, mais on le fait en donnant des moyens, des conseils, des supports, des capacités de réduction de nos prix, d'utilisation des solutions dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, avec nos partenaires. Et donc si vous êtes intéressés, toute l'équipe est là, venez les voir. Et si les startups aujourd'hui sont intéressés pour pouvoir participer à ce programme, ce serait bien. Alors la souveraineté, puisque c'est le thème qu'on m'a demandé d'évoquer, c'est un thème qui est aujourd'hui d'actualité. Je ne sais pas si vous avez lu le gros rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne. Il y a un certain nombre de points forts sur ce rapport. Et un des points forts essentiels, justement, c'est le numérique. Il faut savoir aujourd'hui que le numérique, c'est au cœur de nos vies. On les utilise massivement. Vous êtes tous devant votre smartphone. Ça collecte des données. Et ce numérique, il faut comprendre que c'est aussi important que l'énergie. C'est aussi important que la santé. C'est aussi important que l'écologie. C'est aussi important que la défense. Et d'ailleurs, dans ce rapport, il indiquait aujourd'hui qu'une grande partie de la compétitivité des continents comme la Chine ou comme les États-Unis sont aujourd'hui pilotés par la tech. C'est la tech aujourd'hui qui est un des facteurs les plus puissants de création d'emplois, de valeur, d'entrepreneuriat et à la fin de compétitivité. Et donc c'est extrêmement important. Et il faut comprendre aujourd'hui que la souveraineté, et donc ça veut dire la maîtrise stratégique et l'autonomie stratégique du numérique, est un vrai enjeu en Europe. Alors avant peut-être de commencer sur le constat, je voudrais juste donner notre définition de la souveraineté. Parce que comme je disais, c'est un mot que je n'aime pas. Pourquoi ? Parce que souvent on l'associe à souverainisme, on l'associe à protectionnisme. Moi je pense qu'aujourd'hui la souveraineté, et la bonne définition de la souveraineté,
c'est la liberté de choix. La liberté de choix en toute connaissance de cause et en toute transparence. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté de choix? C'est que vous êtes souverain, un pays, une société, pourquoi pas un individu, si vous avez la possibilité de choisir. Si vous n'avez pas le choix, vous êtes plus souverain. Parce que vous êtes sous des contraintes d'offres ou de demandes qui font que vous n'avez plus le choix. Donc pour nous, la vraie définition de la souveraineté, c'est la liberté de choix. Et le problème que nous avons en Europe aujourd'hui dans le numérique, c'est que dans certains nombres de domaines, nous n'avons de moins en moins de choix. Alors je vais prendre le cloud parce que c'est le secteur qu'on connaît. Je vous ai dit, on est un acteur qui est gros. On est dans le top 10 mondial. Mais aujourd'hui, 3 opérateurs américains dans le monde, hors Chine, ont 80% du marché. Ce sont des monopoles quasiment de fait. Et comment pouvez-vous garantir une souveraineté, donc une liberté de choix, quand vous avez des acteurs qui sont aussi puissants et qui, dans d'autres domaines, si vous domaine du search, et on parlera un peu de l'intelligence artificielle, parfois peuvent avoir des parts de marché qui sont à 70 pour un acteur. Aujourd'hui, en Europe, si je prends uniquement l'Europe, ces 3 acteurs ont 72% de parts de marché en Europe. J'enlève toujours la Chine parce que la Chine, c'est un îlot à côté qui est très différent et qui a une stratégie de souveraineté qui est extrêmement différente. Et donc, il faut comprendre aujourd'hui que cette liberté de choix, c'est aussi la liberté pour vous de choisir ce que vous allez pouvoir faire en tout état de cause. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est vital. Parce que si vous n'avez pas la liberté de choix, vous serez sous les fourches codines financières d'abord, parce qu'on vous fera des augmentations de prix sans que vous ayez le choix, parce que vous serez totalement loqué. Et vous n'aurez plus la capacité de sortir. Et ce sera un système dans lequel ce sera totalement verrouillé. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui des acteurs qui essayent de faire des monopoles de fait. Alors, je pense aujourd'hui qu'il est important que l'Europe comprenne que, 1, le numérique, c'est vital, et que 2, si elle n'est pas capable d'avoir un rapport équilibré, quand je dis équilibré, c'est pas de créer des monopoles, dans le domaine du numérique, pour pouvoir faire en sorte que la garantie de liberté de choix soit effective pour tous les acteurs, sans créer du protectionnisme. Au contraire, le protectionnisme, il est de l'autre côté. C'est un protectionnisme artificiel fait par le fait que certains ont des positions dominantes et qu'ils en abusent. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il y a de plus en plus d'abus aujourd'hui, de procès pour abus de position dominante sur des acteurs du numérique. Pourquoi? Aux États-Unis en particulier, parce qu'ils sont aujourd'hui dominants et qu'ils abusent de cette position pour renforcer leur position. Et donc il est extrêmement important qu'on comprenne ces enjeux-là. Alors je voudrais donner une illustration très particulière avec l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA c'est à la fois à la mode, c'est prometteur, et ici c'est un domaine qui est en pleine effervescence, dans lequel l'innovation est au cœur aujourd'hui du sujet. Dans l'IA aujourd'hui, il y a des algorithmes extrêmement puissants et je vais prendre le sujet de l'IA génératif. Parce que l'IA génératif, c'est ce qui a permis de faire connaître à tout le monde l'IA. L'IA, ça existe depuis très longtemps. Il y avait des mécanismes aujourd'hui d'IA qui existaient depuis fort longtemps que vous ne connaissez peut-être pas, qu'on connaît mal parce qu'ils sont extrêmement sophistiqués. Mais l'IA générative aujourd'hui, les algorithmes génératifs qui permettent de gérer du contenu extrêmement simplement. Juste, vous mettez une petite phrase et puis ChatGPT vous génère énormément de choses. Ça a totalement démocratisé l'accès de l'IA. C'est une des facettes de l'IA. Il y a une 50aine d'algorithmes aujourd'hui dans le monde qui sont des algorithmes d'IA. Alors ces algorithmes d'IA aujourd'hui sont de plus en plus puissants. Chaque mois, il y a des nouveaux algorithmes. L'essentiel sont aujourd'hui américains et chinois. Il y a quelques Français. J'ai vu qu'il y avait Mistral. Vous avez certainement entendu parler de cette fantastique entreprise qui s'appelle Mistral et Startup. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est américain. Si vous regardez le haut, donc, vous avez aujourd'hui une dominance par les Chinois et les Américains sur les algorithmes. Comment vous pouvez avoir confiance si aujourd'hui il n'y a pas de transparence sur les algorithmes? Si ce sont des boîtes noires. Souvenez-vous, ça s'appelait OpenChatGPT, maintenant ça s'appelle ChatGPT. Et donc il y a des biais dans l'IA. Il y a des vrais sujets aujourd'hui sur la capacité à dire mais quelle réponse vous allez avoir, quel contenu vous allez générer. Et ça a des sujets qui sont des sujets pour vous en tant qu'utilisateur, mais qui deviennent des vrais sujets même sociétaux, voire même géopolitiques. Et ce n'est pas en ce moment avec les élections partout dans le monde que l'on voit que les deepfakes, etc. sont générés. Et donc c'est des vrais enjeux aujourd'hui de transparence, de capacité aujourd'hui à faire en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs et qu'il y ait des acteurs qui soient capables de créer une diversité, là encore, une forme de liberté. Mais souvent, on s'arrête uniquement en haut de l'iceberg. C'est-à-dire l'IA, c'est les algorithmes, c'est ce qu'on voit. Mais j'ai envie de dire qu'il faut comprendre que l'IA a mis en avant la dépendance qu'avait l'Europe aujourd'hui sur tout ce qui est en dessous, ce qu'on appelle les stacks. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir de l'IA, vous devez entraîner. Si vous voulez entraîner, il faut des données. Qui a ces données? Qui accède à ces données? Dans quelles conditions? Il faut des tonnes de données pour aujourd'hui entraîner de manière efficace.
Et donc, même si c'est des algorithmes dédiés à la santé, c'est des algorithmes dédiés pour créer du cinéma ou pour créer du contenu, ces tonnes de données aujourd'hui, il n'y a que quelques acteurs qui les ont. Ce sont principalement les acteurs de social media, ceux qui maîtrisent les OS. C'est eux qui aujourd'hui sont des aspirateurs à données et qui sont capables d'entraîner de manière efficace ces algorithmes. Donc ceux qui possèdent l'IA, parfois c'est les mêmes qui possèdent les données. Mais après, pour pouvoir entraîner, il faut des infrastructures. Alors c'est des GPU, je crois que j'ai une table ronde après avec Nvidia, qui est le leader de très très loin. Et sur les GPU aujourd'hui, si vous n'avez pas de GPU, puis c'est pas 2 GPU dans un coin, hein, c'est des centaines des milliers de GPU. Vous ne pouvez pas les entraîner. Et donc si vous n'avez pas les capacités d'infrastructure, eh bien aujourd'hui, il faut savoir que vous serez utilisateurs finaux contrôlés de l'IA. Mais vous n'aurez pas la maîtrise de votre destin. Ce qui est le principe de la souveraineté. L'Europe, aujourd'hui, doit faire le constat, et c'est, lisez le rapport de votre avis, mais vous verrez dans toutes les publications, aujourd'hui n'a pas d'autonomie stratégique dans l'IA. Elle a peut-être des fantastiques entreprises qui aujourd'hui développent des algorithmes comme Mistral, mais malheureusement, tout le stack sous-jacent aujourd'hui est maîtrisé par des tiers. Et les Américains, même eux-mêmes, n'ont pas la maîtrise, puisqu'une grande partie des graveurs sont aujourd'hui à Taïwan ou en Corée. Les seuls qui ont dit qu'il fallait avoir une maîtrise totale de l'ensemble de la chaîne, depuis les solvants tout en bas des GPU jusqu'aux sujets d'algorithmes, ce sont les Chinois qui ont annoncé que sur les 30 à 40 années, ils veulent avoir une souveraineté totale et une maîtrise totale de la totalité de leurs technologies. Je pense que l'Europe n'en a pas les moyens. Juste quelques chiffres. Les Américains ont investi à peu près 250 milliards de dollars depuis 5 ans dans le domaine de l'IA. Les Chinois, une centaine de milliards, les Européens, 40 à 50. Donc aujourd'hui, nous dépensons 5 fois moins sur les 4 dernières années que ce font les Américains et au minimum 2 fois moins que les Chinois. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a un retard. En revanche, je suis optimiste et je suis déterminé à démontrer aujourd'hui que l'Europe a une chose à faire et à faire valoir. La première chose que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas par erreur que les Américains, les Chinois, les Coréens, les Taïwanais sont leaders sur un certain nombre de domaines. C'est dû à des écosystèmes fructueux entre le public et le privé, entre les universités, les centres de recherche, les start-up, les grands groupes, qui sont aujourd'hui, et j'en reparlerai un tout petit peu après, dans un modèle qui sont des modèles qui sont extrêmement fructueux, qui créent du business, de la valeur, des emplois, des impôts, et donc, au fine, aident l'ensemble de la société. Et je pense que l'Europe n'a pas été capable de créer ces écosystèmes, n'a pas été capable aussi d'avoir la solidarité, justement pour pouvoir développer ça. Et je donnerai les 4 attributs pour moi indispensables pour créer ces écosystèmes. Mais avant d'en faire ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'écosystème, même s'il n'est pas très très aidé, européen, il est extrêmement fort. Toutes les illustrations qu'on a eues là sur les startups montrent aujourd'hui qu'il y a des entrepreneurs. Aurions-nous en Europe et en France des ingénieurs plus bêtes que les autres? Aurions-nous aujourd'hui des entrepreneurs plus stupides que les entrepreneurs américains ou chinois? Non. Nous avons aujourd'hui un écosystème extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement vivant et qui est capable aujourd'hui de créer des choses extraordinaires. Et vous l'avez montré avec vos pitchs. Il faut les aider. Il faut nous aider. Il faut collaborer. Il faut être capable de développer cette alternative. Non pas pour recréer des monopoles. Moi, je suis contre les subventions. Je suis contre le protectionnisme. Parce que ça n'aide pas à créer des solutions. Ça ne fait pas du business. Ça crée des rentes. Et les rentes, aujourd'hui, c'est la meilleure façon, à long terme, de disparaître. Non. Ce qu'il faut, c'est créer des écosystèmes qui vont vous aider, vous, entrepreneurs, à vous développer. Qui vont aider des solutions. Et qui vont être pas capables de faire en sorte. Nous sommes aujourd'hui, en France, à la source de plein d'innovations. On a, en Occitanie, des fantastiques entreprises. OneStock, par exemple, qui est une entreprise extraordinaire de logiciels dans la logistique et dans le stock. Nous avons aujourd'hui partout, dans tous les territoires, des sociétés. Comment faisons-nous pour qu'elles soient des champions? Comment faisons-nous pour qu'un Mistral puisse survivre à la compétition de ChatGPT, d'Anthropic ou des autres? Et je pense qu'il y a 4 facteurs. Et nous sommes tous, aujourd'hui, acteurs. C'est pas il faut tout demander au gouvernement ou tout demander à l'Europe. Ça, c'est totalement démago. Nous, entrepreneurs, nous, acteurs, nous avons une part de responsabilité. Cependant, le premier critère, c'est une politique publique visionnaire, à long terme, dans laquelle on investit à long terme, dans laquelle on a une vision. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes coréen, quand vous êtes taïwanais, que vous créez TSMC,
vous mettez 25 ans. Et si on croit qu'à la prochaine législature ou à la prochaine élection présidentielle, on sera capable de régler le problème de la souveraineté numérique française, c'est une illusion. Donc j'espère que nous aurons dans nos votes faire en sorte que le numérique soit toujours dans le top de l'agenda de tous ceux dans lesquels vous votez. Parce qu'autrement, si on ne met pas ça dans le top de l'agenda, et si c'est relégué comme c'est malheureusement, et ça a été malheureusement le cas tout en bas, eh bien, ça restera comme c'est. Donc, la politique publique, par la commande. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous prenez l'État français, moins de 20% des commandes de l'État français vont vers les entreprises françaises. Aux États-Unis, c'est 95. En Chine, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre, mais je pense que c'est plus proche de 99. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une différence. Pas de subvention, des commandes, du business pour développer des produits. Deuxièmement, il faut aussi une régulation et une certification. Il faut savoir que le marché du cloud, par exemple, aux États-Unis, il est plus régulé qu'en Europe. C'est peu connu, hein. Moi, il y a des marchés, je n'ai pas le droit d'y aller en tant que Français. Donc si je m'appelle OVH Cloud et que je vais pour le marché du FBI, forget it. Même pas le droit d'y aller. Donc c'est pas possible. En Europe, on n'a pas ces contraintes-là. De plus, il faut des régulations, certifications qui fassent que ce soit transparent. Alors il y en a une qui est très connue, on en parlera peut-être, qui s'appelle le DMA, le DSA. Il y a aussi toute la discussion sur l'ESCS, dans laquelle on doit donner la transparence aux utilisateurs. Est-ce que vos données sont accessibles par des tiers? Oui, non. Elles peuvent être hébergées aujourd'hui en France, mais si elles sont sous une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act, parce que c'est un opérateur américain, elles sont accessibles par les autorités américaines. Vos données de santé aujourd'hui sont accessibles par les autorités américaines. Les Anglais viennent de découvrir que toutes leurs données de tous leurs citoyens étaient accessibles par l'État américain. Au moins, je pense que vous devez le savoir. Donc oui, la politique publique, visionnaire, long terme, commande publique, régulation, certification. Le deuxième, l'innovation. Et nous avons une responsabilité. Nous devons investir. Nous devons faire des recherches. Nous devons recruter. Nous devons faire en sorte. Mais aussi, il faut travailler avec les laboratoires privés, les grands groupes, l'INRIA, avec tous les secteurs de la tech, avec la recherche, les grandes écoles, les universités, pour être capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté la recherche publique fondamentale et la recherche appliquée, et dans lequel on n'arrive pas à faire développer. Au contraire, tout ce qui permettra de développer des startups à partir des gens qui font du doctorat sera un moyen. C'est comme ça que Stanford crée aujourd'hui un écosystème extrêmement puissant. C'est comme ça aujourd'hui que Taïwan et le Corée arrivent à créer énormément d'innovations parce qu'ils ont une politique publique-privée extrêmement forte sur des thèmes importants. L'enjeu, par exemple, du quantique aujourd'hui en France est critique. Quantique, c'est la prochaine ordinateur. Sera-t-il uniquement américain et chinois ou aurons-nous en Europe des gens? Nous avons des champions. Je ne sais pas si vous les connaissez, les Candela, les Pascal, les Alice et Bob. Toutes ces boîtes-là sont des boîtes fantastiques qui viennent souvent des laboratoires, de la Normale Sup, de l'école polytechnique, des grandes universités. Eh bien, il faut être capable de continuer à les alimenter pour pouvoir faire en sorte qu'on soit capable d'innover. Donc l'innovation devrait être au cœur de toutes les politiques publiques et privées, et nous, groupes privés, avons une responsabilité. Le troisième, c'est ce que vous avez demandé, c'est comment je suis capable de donner des fonds propres. Les startups ont besoin de fonds propres. Les scale-up ont besoin de fonds propres. Mais même des sociétés comme OVH Cloud ont besoin de fonds propres. Et il faut que ces fonds propres restent en Europe. Beaucoup de sociétés aujourd'hui, start-up, surtout sur la deep tech, sont en train d'être achetées par des fonds américains. Et il y a un transfert aujourd'hui, et d'ailleurs il y en a de plus en plus qui sont rachetés, et à la fin, elles ne sont plus européennes. Donc l'accès aujourd'hui à de l'equity suffisant est extrêmement important pour être capable aujourd'hui de faire en sorte que cet écosystème se développe en fonds propres. Nous ne faisons pas de fonds propres pour les startups. Comme je l'ai dit, nous aidons les startups. Mais il y a plein de mécanismes qui le font. Malheureusement, les fonds européens aujourd'hui sont beaucoup moins riches que les fonds américains. Et donc, je donne que l'exemple d'OVH Cloud, hein, licorne, quasiment la première. Je crois qu'on était juste en même temps que Blablacar. Et quand il y a eu Octave Klaba, le fondateur, qui a encore 70% de la société, hein, donc c'est une société qui est restée française, a fait sa première série. Alors vous savez, c'était série A. Eh bien, à l'époque, c'était une valorisation de 2 milliards. Eh bien, il n'y avait pas de fonds européens qui pouvaient suivre. Et donc, nous avons eu que des fonds anglo-saxons. Nous sommes l'illustration. Alors, ils ont que quelques pourcents, hein, mais c'est l'illustration aujourd'hui de ce point-là. Donc, c'est super important d'être capable de monter un écosystème. Et nous, au VH Cloud, on a décidé d'être coté en France. Mais tout le monde nous avait dit c'est de la folie, c'est stupide, pourquoi vous faites ça, allez au Nasdaq. Mais si on va au Nasdaq, vous n'êtes plus français, vous n'êtes plus européen. Et donc, on a voulu rester, et de temps en temps on le regrette, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de fonds. Les gens, les investisseurs, ce qu'ils veulent, eux, c'est du rendement, pépère, pas de risque. Vous le savez, vous, les start-upers. Et donc, on a un vrai enjeu aujourd'hui européen à prendre des risques et à financer les risques.
Le dernier critère, peut-être j'aurais dû commencer par celui-là, les talents. Les talents, il faut qu'on continue à développer des talents. Nous avons la chance d'avoir des très belles écoles d'ingénieurs, d'avoir des très belles universités. Et d'ailleurs, la majorité des laboratoires d'intelligence artificielle aujourd'hui, des grands acteurs GAFAM, sont pleins d'ingénieurs français, d'ingénieurs européens. Ça prouve aujourd'hui que nous avons un réservoir. Néanmoins, il y a des défis. Premier défi, mesdames, c'est que nous sommes stupides pour ne pas vous attirer. Et quand vous avez 50% de la population qui n'est pas intéressée, comme c'est le cas en Europe, pour venir dans les métiers du numérique, ou assez peu, c'est un vrai enjeu. 40% aujourd'hui des informaticiens en Inde sont des femmes. En Europe, dans la tech pure, développement, c'est moins de 20%. Donc on a un énorme travail aujourd'hui qui commence dès le collège, dès l'école, pour pouvoir faire en sorte que oui, nous soyons capables, nous, de vous faire rêver à venir chez OVH Cloud, à venir dans les autres entreprises, chez Mistral, même quand ce sont des femmes. Donc ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que nos doctorants restent et qu'ils n'aient pas envie de faire leur doctorat à Stanford ou à Harvard ou ailleurs. Et donc, il faut trouver les mécanismes pour pouvoir maintenir cette compétence. Parce que nous les formons bien, nous les formons avec des études top, mais maintenant, il faut pouvoir être capable de créer cet écosystème. Alors, paradoxalement, j'ai peut-être plombé l'atmosphère, mais je ne le souhaitais pas parce que je suis résolument optimiste. Nous sommes des entrepreneurs. Et donc, si on a peur du risque, si on a peur de tout, ça ne marchera pas. Mais en revanche, je pense que collectivement, si nous ne sommes pas capables de faire le constat, et au-delà du constat, d'agir, et de faire en sorte qu'on soit capable, ensemble, de créer un écosystème puissant, non dominateur, puissant, qui garantit une stratégie autonomique sur l'ensemble du stack, depuis le software tout en haut, jusqu'au solvant au-dessus des chipsets, en ayant des choix, et en faisant des choix, pas en essayant de tout faire, eh bien je crains malheureusement que nous perdions une grande partie de notre souveraineté numérique, ce qui serait très regrettable. Mais à la fin, comme je vous l'ai dit, finalement, vous perdez une partie de votre liberté. Merci. Super. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être? On a 5 minutes. Comment faire en sorte... Merci beaucoup. Et comment faire en sorte de développer la marketplace d'OVH? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Une des difficultés qu'on a sur ces marketplaces, c'est qu'on a deux sujets. Un premier sujet, c'est que nos clients et les gens qu'on attire, nous, sur nos marketplaces, ce sont des pure tech. C'est ce qu'on appelle, nous, des makers. Or, notre marketplace, ce sont des gens qui cherchent des users. Et donc, il faut qu'on arrive à repositionner notre marketplace pour faire en sorte qu'elle soit plus B2C et qu'elle soit sur un positionnement qui est différent. Nous nous adressons aux tech. On s'adresse aux informaticiens. On ne s'adresse pas à l'un-user. Parce que tous nos clients, soit les grandes directions informatiques, Pierre Fabre est un de nos clients, par exemple, soit ce sont des sociétés tech, mais le client final, enfin celui qui utilise ces systèmes-là, si vous développez une plateforme, nous, on ne les connaît pas. Et souvent, ils ne connaissent pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 3000 éditeurs de logiciels hébergés chez OVH Cloud en Europe. 3000. Donc il y a des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, des millions de gens qui utilisent aujourd'hui les services d'OVH Cloud sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent un logiciel qui est hébergé chez OVH Cloud, qui utilise des systèmes parfois très sophistiqués, parfois même d'IA. Donc on a un petit sujet là, c'est qu'il faut qu'on repositionne notre marketplace pour qu'il devienne user. Et le deuxième sujet, c'est souvent les business models ne sont pas les mêmes. Et donc alors pareil, les GAFAM ont trouvé une solution, c'est qu'ils obligent leurs clients de se committer et ils mettent les marketplaces dans le commit qu'ils ont imposé à leurs clients. Ce qui est une façon de loquer le client. Donc il faut qu'on revoie aussi avec nos partenaires comment on revoit le business model, parce qu'il y a certains business qui sont des business models de licence, celles qui sont de vente, et ce n'était pas tellement notre business initial, puisque nous sommes vraiment dans une business de cloud à la demande, et donc on a du travail à faire. Parce que l'idée que j'avais derrière, parce que vous avez parlé d'écosystème. Pour créer un écosystème, il faut des acteurs qui puissent vendre dans cet écosystème, comme on parle de business. Quand je disais à la marketplace, moi ce que je constate en tout cas quand c'est des grosses entreprises, quand ils voient la marketplace d'AWS, la marketplace d'Azure, la marketplace de Google, elle est tellement importante que ça fait la différence. Quand on essaye, nous, de proposer même notre solution sur l'OVH Cloud, on est limité par la marketplace parce qu'il n'y a pas parfois les briques qu'il faut pour déployer la solution chez. Ah, mais je suis tout à fait conscient de ça. C'est lié, l'écosystème est lié au business, tout ce que. Vous savez, on nous compare toujours à AWS. Moi, je suis ravi qu'on nous compare à AWS. C'est 150 fois plus gros que nous.
En réalité, on est très différents. On est très différents dans les produits. Nos produits, ils sont majoritairement OpenStack, ils sont ouverts, ils sont interopérables. Et on est très différents dans l'approche. Et on se développe à 2 chiffres depuis maintenant que je suis arrivé. Donc on a doublé notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai que la comparaison est difficile. Parce qu'on est face aujourd'hui, nous, en tant qu'OVH Cloud, vous êtes tous des entrepreneurs. Donc vous savez ce que c'est que la compétition, de l'innovation, se faire connaître, etc. Nous, on est face à des entreprises qui sont les plus puissantes au monde. Les plus riches, les plus puissantes, qui sont en position de monopole sur plein de métiers, qui n'acceptent pas qu'il y ait des astérix qui les embêtent. Et donc, aujourd'hui, on a un vrai enjeu. On est extrêmement fiers de ce que l'on fait. Et on n'est pas les seuls en Europe. Attention, la Outscale, qui je crois va venir jeudi, Scaleway en France, mais Ionos. Donc j'associe l'ensemble des acteurs, même si on est le plus gros de tout cela. Néanmoins, et je pense aujourd'hui qu'il faut qu'on soit à notre place et qu'on fasse bien ce qu'on a décidé de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, je parlais des États-Unis, c'est très intéressant quand je vais aux États-Unis que je discute avec les boîtes tech États-Unis. Comment une boîte comme OVH Cloud, basée à Roubaix, dans les territoires, aujourd'hui peut avoir, et on gagne entre 10 et 15 clients qui viennent d'AWS ou de Microsoft, tous les 15 jours. Quasiment 3 par semaine, 4 par semaine, qui migrent de AWS ou Azure chez OVH Cloud. Pas dans le marketplace, parce que dans le marketplace, vous imaginez, OVH Cloud, marketplace OVH Cloud aux États-Unis, on a beau faire du SEO, du SIA, on pourra faire tout ce qu'on veut. Il faudrait qu'on utilise votre solution, peut-être, madame, mais je pense qu'on aura beaucoup de mal de faire de la compétition et apparaître à la place 250 dans le truc Google. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur les domaines qu'on a choisis, je vais être immodeste que je vais vous dire, on est meilleur qu'eux. On est moins cher. On est à 30 à 50% moins cher. Vous prenez, pour ceux qui connaissent le stockage objet S3, 3 à 5. On a 2 data centers aux États-Unis. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, vous n'avez pas des contrats dans lesquels vous êtes coincé parce que vous êtes une PME ou une start-up. Alors les gros éditeurs logiciels, ils font 3, 4, 5 milliards de dollars aux États-Unis. C'est tout de suite dès qu'on est dans des échelles qui sont différentes, dans lesquelles vous êtes bloqué pour 5 ans et de toute façon, vous allez avoir une augmentation de prix tous les 2 jours. Et on a des solutions qui sont des solutions qui font que vous pouvez avoir Microsoft et OVH Cloud en même temps. Et vous choisissez, et vous alternez. Pourquoi ? Parce que c'est ouvert, c'est interopérable. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se battre sur ce qu'on sait faire. Et pour revenir sur la marketplace, aujourd'hui, quand vous avez AWS qui est associé à Amazon, qui est le premier site mondial, Google, qui est aussi le premier site de focalisation et qui a tout le SEO du monde, c'est pas simple. Et quand vous avez Microsoft qui est aujourd'hui 70% des utilisateurs B2B mondiaux, 70% avec 365. Voilà. Donc il faut qu'on trouve, nous, et moi, la seule recommandation que je donnerais aux start-upers et aux entrepreneurs, c'est disrupt. Ça veut dire trouver votre voie et développez-vous. Si vous comparez toujours par rapport au leader, et si vous essayez de copier ce que fait le dealer, ça ne marchera pas. Il vous écrasera. Et un peu, je vais vous dire, eux, ils vous écrasent telle une punaise. Ils ne font pas de cadeaux. Ils n'aiment pas la compétition. Et donc, aujourd'hui, oui, on a beaucoup de progrès à faire. Mais en même temps, je suis extrêmement fier de ce qui a été fait par tout l'écosystème français, comme je le disais, et OVH Cloud, parce que malgré tout ce que nous dit, l'écosystème français continue à être là. Et je suis convaincu que si tous ensemble, et moi je suis président du CSF, donc la filière numérique est en cours de finalisation, ce que je vois aujourd'hui, c'est des entrepreneurs qui, si nous arrivons à être ensemble, soudés, collectifs, parce qu'il faut jouer collectif, et c'est pas simple parce que parfois on est compétiteurs, il faut jouer collectif. Il faut travailler avec les collectivités locales, il faut travailler avec les secteurs publics, il faut travailler avec les grands groupes qui ne sont pas forcément toujours, et je sais qu'il y a des grands groupes ici, les plus vertueux, parce qu'ils ont plutôt tendance à penser tout de suite leader. Ah, vous savez, c'est le syndrome IBM des années 80. Je choisis IBM parce que je suis sûr de ne pas me tromper. Donc là, je vais choisir AWS ou Microsoft parce que, au moins, me tromper. On me reprochera jamais, comme directeur informatique, d'avoir choisi cela. Et on peut applaudir Michel Paulin. Merci, Michel.